Vincent Toby, ancien préfet d'Abidjan de 2018 à 2020 et ex-directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, se présente à la présidentielle de 2025 avec un message clair. Une élection inclusive est la clé pour préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Lors des municipales de 2018, il avait œuvré pour un scrutin apaisé à Abidjan, malgré des critiques post-électorales. Sa candidature avortée en 2020, due à un manque de préparation, est aujourd'hui un lointain souvenir. Toby revient avec une vision forte pour un pays uni. Toby déplore l'exclusion de figures politiques comme Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam, estimant que leur absence fragilise la démocratie et risque de raviver les tensions, comme les 3000 morts de 2010 ou les 87 morts de 2020. Une élection sans inclusion est une menace pour la stabilité, martèle-t-il, appelant à revoir le code électoral pour garantir une participation large en 2025. Il critique les partis traditionnels, accusés de privilégier leurs agendas au détriment de l'unité nationale. Sur le plan socio-économique, Toby insiste sur des réformes de fond. Il propose un système éducatif axé sur les filières techniques, où 87% des diplômés trouvent un emploi, contre 80% des jeunes en filière générale qui peinent à s'insérer. La cherté de la vie, liée à une distribution défaillante des produits locaux, doit être combattue par des réformes économiques et fiscales. En zone rurale, où l'accès à l'huile ou au savon reste un défi, il veut redynamiser l'économie. Avec 75,6% de la population de moins de 35 ans, l'emploi des jeunes est une priorité pour éviter une « bombe sociale ». Toby appelle à un État fort, garantissant éducation, santé et sécurité, pour une Côte d'Ivoire réconciliée et stable, où chaque citoyen sent les fruits de la croissance. Concilier la Côte d'Ivoire pour remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie, pour que ce pays avance dans la meilleure direction en évitant les exclusions. Est-ce que, comme l'opposition, vous estimez qu'il y a des préalables pour aller aux élections, à l'élection présidentielle, qui doivent être levés avant d'y aller? Est-ce que vous, en tant que candidat aujourd'hui, vous estimez que ces préalables-là doivent être entendus avant d'aller à l'élection présidentielle? Il y a des préalables. Vous savez qu'un grand parti tel que le PDCIRDA a transmis à des instances internationales des préoccupations en 7 points, dans lesquels il y a quelques points importants qui ne paraissent pas, notamment le parrainage. Aujourd'hui, si nous voulons que la Côte d'Ivoire ne retombe pas, ne ressombre pas, ne se retrouve pas dans tensions qui ne finissent pas, il faut peut-être reconsidérer la question de la liste électorale. Il faut peut-être permettre une ouverture des sections locales et des sections centrales de la commission électorale pour que les partis qui participent à la compétition puissent avoir confiance dans ce processus, en tout cas pour ce processus de 2025. Marius? Monsieur Toby Vincent, vous n'ignorez pas que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous très concrètement de ce que vous entendez faire pour améliorer les conditions de vie des populations au soir du 25 octobre 2025? Vous êtes resté constant avec vous-même, monsieur Marius, depuis ces 10 ans que je vous connais sur la question de la défense des consommateurs. Exactement. Et, la vie chère n'est pas un phénomène isolé. La vie chère est liée aux réformes économiques, nos importations, nos taxations, notre fiscalité, notre industrialisation, l'incitation dans le monde agricole. C'est ça qui crée la vie chère. Si vous n'avez pas de bananes, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas de bananes, mais c'est parce que le circuit de distribution des zones rurales en ville peut-être n'est pas là. Si le riz coûte cher, c'est parce que peut-être des quotas qui sont accordés ou les moyens d'exploitation du riz amènent ce riz à être un peu plus cher. Donc ce sont les réformes institutionnelles, fiscales, économiques, dans notre mode de production qui vont amener à baisser le coût de la vie. Mais ce n'est pas juste une décision de mettre le riz de tel montant à tel montant qui casse l'élan du prix du riz. C'est un ensemble de mesures. Et c'est ce que nous voulons proposer pour que les gens se... Comment vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, vous, Marius, peut-être que vous avez un peu de moyens, mais il y a des Ivoiriens qui ne peuvent plus manger de la loco. Je croule sur le même poids. Pourtant, moi j'ai une plantation et il y a des productions partout. Exactement. Vous connaissez un seul planteur en Côte d'Ivoire qui a 1 hectare d'igname? Non. 1 hectare d'igname, c'est tout petit, hein? Mais ça produit tellement que les villageois ne peuvent même pas les mettre dans des moyens de transport pour qu'ils viennent à Abidjan. Pourtant, l'igname, le manioc, coûte cher. Donc, c'est tout le système de production, de distribution, de commercialisation qui doit être revu avec d'autres réformes institutionnelles pour que la vie soit moins chère. Il y a également la corruption. Il y a des gens qui peuvent prendre une bâchée de manioc d'un point à un autre, qui vont payer beaucoup de frais ici et là. Donc, c'est toutes ces incidences-là qui créent la vie chère. Et en travaillant sur certains aspects, on arrive à réduire le coût de la vie. Très bien. Relance, non? Oui, absolument. Allez-y.
c'est vrai que vous le dites, mais au niveau gouvernemental, nous avons déjà les marchés de gros qui sont déjà réalisés par le gouvernement pour rapprocher justement ces produits des populations telles que mises en œuvre par le ministère du Commerce. Pensez-vous que cette initiative est aussi salutaire? Oui, bien sûr, toutes les initiatives, on voit des marchés de gros, on voit des marchés de... On voit des centres de regroupement, c'est ça, hein? Ouais. Des centres de regroupement. Ça fait partie des initiatives à mettre en œuvre, mais il faut aller au-delà. C'est vrai, c'est visible, c'est festif. On fait de grandes inaugurations avec les marchés qui sont là. Moi, j'ai visité 2 ou 3 de ces centres-là qui sont pratiquement vides. Est-ce que les populations viennent déposer? Est-ce qu'elles sont rémunérées? Je sais même, moi, je vous parlais de ma plantation à quelques 160 km d'Abidjan. Il y a des populations qui ont produit énormément de tonnage de manioc. Mais jusqu'aujourd'hui, ces populations n'ont pas été payées parce que les entreprises qui ont pris ces populations-là n'ont pas reversé, n'ont pas payé, n'ont rien payé. Avez-vous intégré dans votre programme de gouvernance de ce pays, puisque vous êtes bel et bien candidat à la présidentielle de 2025, avez-vous intégré donc dans votre programme de gouvernement la question centrale de la production rizicole au niveau national? Puisque vous savez bien que, comme tout Ivoirien, que la grande majorité de notre consommation vient de pays très lointains, dont par exemple, y compris le bétail également. Mais c'est un ensemble d'éléments, monsieur Marius. Vous parlez de la question rizicole, vous parlez également de la question même de la production halieutique ou des protéines animales. On produit moins de 30% de ce que nous mangeons en termes de viande, de poisson et tout ça. Et le riz également, souvent ce sont des choix, ce sont des habitudes alimentaires. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui mangeraient du pain fait avec le manioc parce qu'on nous a infusé dans nos gènes de manger le pain tel que les colons nous l'avaient enseigné. Et donc, on doit importer. Donc, le riz, la farine de blé panifiable. Pardon? La farine de blé panifiable. C'est le dernier point avant Daouda. Donc, il faut changer. La culture ivoirienne a été dévoyée, y compris sur la table. Vous rentrez aujourd'hui dans la table de responsables, peut-être de certains d'entre nous ici, vous voyez des pommes, des raisins, voilà, des prunes. Mais vous ne verrez pas de mangue de goyave, d'avocat, parce que ça ne fait pas beau. Et donc, ça doit être. Et on consomme comme ça. On consomme comme ça dans notre vie. Donc, il faut même modifier cette habitude culturelle, cette habitude culinaire qui permettrait de booster notre production locale. Et puis sur la question du riz, vous savez que le riz ivoirien est très bon. Absolument. Allez à Saint-Fra, allez à Boisflé, allez à Issia, allez à Gagnoa. Mais c'est du riz très bien parfumé, très bien. On le préfère au riz qui coûte des milliers de francs le kilo parce qu'il vient de l'étranger. Donc la modification des habitudes alimentaires ira avec aussi des mesures incitatives dans le monde agricole. Très bien. Daouda? Monsieur Vincent Tobi Irié, moi tout à l'heure je vous ai entendu dire que c'était indécent de voir que Tidiane Thiam n'est pas sur la liste. Vous avez utilisé beaucoup de qualificatifs pour tout ça. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Est-ce que vous ne pensez pas que, à contrario, il est plutôt indécent quand on a une ambition de ne pas se préparer avant de venir? Et pour vous qui avez été dans le système préfet d'Abidjan, que dit l'article 48 concernant le code de la nationalité? D'accord. On a suffisamment parlé de cet article. Vous avez eu sur votre plateau tous les experts qui sont passés. Et vous êtes le dernier? Non, je ne suis pas expert en matière de nationalité et autres. J'ai exercé les fonctions d'officier d'état civil. Mais il y a des aspects précis dans lesquels je ne suis pas expert et je laisse les experts nous éclairer là-dessus. Mais monsieur Daouda Coulibaly, je travaillais un moment à l'international dans un pays en Afrique centrale. Et la justice internationale voulait mettre la main sur quelqu'un qui était accusé de crimes de guerre, mais qui était rebelle dans une partie du pays. Et je me rappelle que le président, je ne vais pas citer le pays ici, mais le président de ce pays a dit à la justice, oui c'est vrai, oui nous avons les preuves que ce monsieur a trempé dans des crimes graves, mais comme le pays est fragile, attendez un peu qu'on stabilise notre pays. La justice a dit non, il a été mis en prison. Et depuis qu'il est parti en prison, il y a eu des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Oui, la justice est bonne, oui, les textes de loi sont bons. Et moi, je suis pour l'application des textes. Mais quand, à un moment donné de la vie de notre nation, l'application des textes risque de faire chanceler notre pays, il y a lieu de réfléchir un peu sur les mesures que nous avons prises pour adapter ces textes à notre vie. Oui, c'est vrai, vous pouvez avoir raison parce qu'il y a des situations aujourd'hui qui condamnent certaines personnes. Mais la Côte d'Ivoire est plus forte que tout. La Côte d'Ivoire, le pays, c'est plus fort que tout ce qu'il y a comme considération. Et pour que nous vivions encore dans cette Côte d'Ivoire en paix, il faut que nous fassions tous les ajustements nécessaires pour ne pas ébranler notre pays et pour qu'il y ait une participation large aux élections présidentielles de 2025. Donc vous êtes en train de me dire concrètement ici, M. Vincent Tobi Irié, que quand on est homme politique, on est au-dessus de tout.
on doit passer tout à perte et profit. Parce que les hommes politiques peuvent faire chanceler la vie de la nation en Côte d'Ivoire. Donc pour ça, on doit faire passer tout en perte et profit. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Vous parlez de l'article 48, parlez également... Non, je ne parle pas de l'article, parce que oui, là, non, tout à l'heure, vous avez... L'allégorie que vous avez fait avec le pays africain, dont je ne sais dans quelle région de l'Afrique vous c'est, mais quand on regarde, ça pouvait créer des dissensions. Mais la situation que vous êtes en train d'expliquer ici, M. Vincent Toby, en 2020, avec la fameuse CNT, on a vu la même chose. Est-ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau... Qu'est-ce qu'on a vu avec CNT en 2020? Mais la CNT, on a vu des gens couper des billes de bois. Oui. Oui, le CNT, merci. On a vu avec le CNT des gens couper des billes de bois, brûler des bûches, s'attaquer aux édifices et autres. Mais la vie de la nation est chancelière. Oui. Mais malgré tout, nous avons avancé. Est-ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau devant les Ivoiriens que parce que des hommes politiques menaceraient de tout mélanger, donc finalement, on doit les laisser passer pour devenir candidats et tous? Non, ce n'est pas cela. Donc expliquez-vous le fond de votre pensée. Ce n'est pas l'homme politique qui est au-dessus du pays. Personne n'est au-dessus du pays. Aucun individu, qui qu'il soit, même le président de la République n'est pas au-dessus du pays. Le pays est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, le pays est menacé de stabilité. L'unité, l'union du pays sont menacées. Et je dis donc, quand c'est comme ça, on essaie de revoir les dispositifs. Et puis, M. Daouda, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée pour dire, écoutez, il y a problème, revoyons. Ce n'est pas la première fois. On l'a fait pendant toutes nos discussions à Makossy, à Accra, à Pretoria et tous ces pays. On s'est arrêté un moment. Parce qu'il y a des moments où des personnes étaient touchées par des textes et on a senti que le pays allait chanceler, allait s'ébranler comme on le voit aujourd'hui. On a dit non, pour l'union de la Côte d'Ivoire, on fait une ouverture pour une large participation. Pourquoi aujourd'hui, en 2025, cela n'est pas possible? Pourquoi, quand ça touche des autres personnes particulièrement, ce n'est pas possible? On l'a déjà fait en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Monsieur Vincent, on a déjà accommodé des situations. Il termine. Mais je pense que pour vous, vous avez fait un petit passage à la CEI, même si ça n'a pas été trop long. Aujourd'hui, vous avez participé au niveau, à l'international, dans toutes les questions électorales. Voilà. Moi, ce que je vais dire concrètement, en 2010, l'élection la plus inclusive, c'était en 2010. Tout le monde a participé, on a eu 3000 morts. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ici que parce que tout le monde a participé, ça va nous éviter des crises? Quand on sait qu'en 2010, tout le monde a participé. Même Adama Daïko a participé. Tous ceux qui voulaient. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir 3000 morts selon les chiffres des Nations Unies. Et pourquoi il y a eu 3000 morts? Il y a eu 3000 morts parce que, le pays sortait de guerre. Il y avait des factions guerrières qui étaient encore dans le pays. On avait des armées dans le pays qui appartenaient à des camps différents, qui obéissaient à des instructions différentes. On avait une force de maintien de la paix qui était là. On avait des forces étrangères qui étaient là. Donc il y avait déjà une situation de belligérance ouverte qui avait duré pratiquement 8 ans quand on partait en guerre. Il ne s'agit pas de la même chose. Et c'est justement pour cette raison que le pays a décidé de faire une large ouverture pour que tout le monde participe. Les résultats qui sont arrivés après avec tout ce qu'il y a eu comme drame n'étaient que le résultat de la configuration de notre pays à ce moment précis. Et ici, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas d'armée, on a une seule armée, grâce à Dieu. On a un seul pays, on n'a pas de territoire divisé. Et si nous devons organiser des élections, encore une fois, dans un contexte de violence ou de rejet, on risque d'avoir une situation qui ne sera pas une situation d'armée, c'est une situation sociale. Monsieur Daouda, vous avez parlé tout à l'heure du boycott qui a eu lieu dans certaines localités. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, on a fait toutes les villes de Côte d'Ivoire où il y a eu violence en 2020. C'était terrible. 87 morts pour un pays qui a déjà connu 3000 morts. Il y a eu des arbres coupés, il y a eu des maisons dévastées, des personnes brûlées. On ne veut pas revoir ça. Et la large participation est l'inclusion politique qui est la base minimum pour l'unité d'un pays. Nous demandons l'inclusion. Même si nous sommes candidats, il faut que tout le monde soit candidat. Ça sera ma dernière relance avant Élysée. Vous voulez être candidat. Idéologiquement, où est-ce que vous vous placez? Vous direz de gauche, de droite? Vous êtes marxiste, communiste, léniniste? Où est-ce que vous êtes? Et quoi encore? Social-démocratie? Pourquoi pas? Donc dites-nous, où est-ce que M. Vincent Toby se place? Non, j'ai une conception de l'État fort. Un État qui exerce des fonctions régaliennes, qui assure la santé, qui assure l'éducation, qui assure la sécurité, qui assure l'emploi de tous les citoyens. Et je suis pour un État fort qui est capable d'apporter des réponses sociales aux préoccupations de ces populations. Très bien. Élysée. Ok. Monsieur Vincent Toby, je vais revenir un peu en arrière
moi je veux qu'on soit concret, que vous soyez vraiment concret avec les Ivoiriens. C'est vrai, vous dites qu'il faut que ce soit inclusif. Votre conclusion, c'est quoi? Aujourd'hui, il faut qu'en dépit des actes de justice, en dépit des décisions de justice, on en fasse fi de ça et qu'on décide donc que tous ceux qui, logiquement, ne devraient pas être sur la liste électorale, soient sur la liste électorale et qu'on aille à une élection avec tout le monde. C'est ce que vous nous dites, non? C'est comme ça qu'on doit comprendre. Monsieur Élysée, il y a eu dans l'histoire de l'Afrique, depuis 1990, environ 37 boycotts des élections et disputes électorales. 37, dans pratiquement 37 pays d'Afrique. Il y a eu des boycotts avec de grands nombres de morts dans des pays tels que le Kenya, un peu avant nous, et d'autres pays. Et ces pays où il y a eu des disputes électorales, où il y a eu des conflits électoraux, sont des pays qui ont été très en retard sur le plan du développement. Et donc, nous voulons aujourd'hui éviter cela à Côte d'Ivoire. C'est déjà arrivé ailleurs. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. En 1995, le RDA de l'époque de M. Alassane Ouattara était en alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo dans le Front républicain. Il y a eu le boycott actif. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des gens qui ont fait des années de prison. En 2000, quand la candidature du président Alassane Ouattara a été rejetée, il y a eu encore des violences, il y a eu des morts, il y a eu des charniers. On est allé ensuite en 2010, ou même après, comme Daouda le mentionnait tout à l'heure, il y a eu 3000 morts. Arrêtons un peu ce cycle de violence. Et on est totalement d'accord avec vous. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est l'inclusion. Ce sont des situations de loi qui touchent aujourd'hui des individus dont les partis politiques sont forts, ont une représentation territoriale, sociologique, politique importante dont on ne peut pas faire fi. Et comme il y a une situation de tension, nous demandons simplement que la raison politique soit plus forte que des considérations légales temporaires. Alors, on va aller rapidement, Élysée, parce que tout le monde doit pouvoir parler avant d'aller au journal. Dernière relance. Oui, ma dernière relance. Monsieur Vincent Toby, selon vous, pensez-vous que ça a sa raison d'être? Ça, on appelle ça le code électoral. Est-ce qu'il a sa raison d'être? Parce qu'en vous entendre, c'est-à-dire aujourd'hui, on fait une concession parce qu'on sent une menace, tout le monde passe. En 2030, moi, Élysée, je me prépare, j'ai un parti politique, j'ai des hommes et autres, tout ça. Je ne remplis pas les conditions édictées par le code électoral, mais je dis pour une question de paix et d'inclusivité, il faut que tout le monde soit candidat. C'est ça le message en fait que vous nous donnez. Donc les lois, elles servent à quoi? Il va réagir, Élysée? D'autant plus que lui-même, il a été aussi protecteur de cette loi. Permettez qu'il réagisse, s'il vous plaît. Ce document s'appelle la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Si. C'est un document. Si. C'est un texte qui est plus fort que ce que vous avez, le code électoral. Bien sûr. Ce document-là, il avait catégorisé les Ivoiriens. Il y avait des Ivoiriens à moitié, au quart, au 100%. C'était un document, c'était une constitution. Et certaines personnes ont pris des armes sous le prétexte qu'il y avait un document qui catégorisait les Ivoiriens. C'est la même chose que vous allez faire avec ce document que vous avez. Et lui, il est moins fort en termes de normes juridiques que ce document-là. Si, je suis totalement d'avis. Et je dis, allons sur les bases pour éviter ce que nous avons eu avec ce document qui est plus fort que celui-là. Voilà. Revenons à une inclusion dans nos populations, une inclusion dans la participation politique. Très bien. Herman? Ma question. Dans le débat ivoirien concernant la présidentielle 2025, beaucoup conseillent aux partis politiques de l'opposition d'opter pour des plans B, vu que leurs figures, leurs leaders ne sont pas sur la liste électorale finalement. Comment vous comprenez cette approche-là, surtout que les gens font une comparaison avec le cas sénégalais, avec Sonko et Diomaye Faye? Oui, monsieur Herman, vous-même vous êtes un homme politique, je pense, et je pense que vous soulevez... Non, ici sur ce plateau, c'est... Il n'est pas un homme politique, d'accord. Pas du tout. Je l'ai vu quelque part dans la presse. Non, ça ne me gêne pas. D'accord, c'est très bien. Ici les journalistes. Non, et je le dis positivement, vous faites très bien. Vous faites très bien parce que, je le disais tantôt, quand tous ces partis politiques dont les leaders pour l'instant sont dans une situation embarrassante, n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas aux élections. Il serait regrettable qu'on ait une élection en Côte d'Ivoire où des partis décident de ne pas aller. Ça, il faut le dire. Parce que ceux qui peuvent... Il y a une étude très intéressante, pour ceux qui peuvent vérifier, Threaten but participate. C'est une étude anglaise qui dit menacer, mais participer. Et c'est une étude qui a mis en lumière l'ensemble des dizaines de boycotts dans des pays où c'est l'opposition qui a perdu. Le pouvoir a certes été fragilisé, mais l'opposition a perdu. Et il y en a où l'opposition a carrément disparu. Donc c'est important, pendant que je défends la participation de tout le monde, que les gens commencent aujourd'hui à réfléchir. Parce que, disons-le tout net. Hein, à réfléchir à quoi? À réfléchir à quoi? À supposer que nous tous, que l'opposition refuse de participer aux élections de 2025,
le RHGP sera encore au pouvoir pour un minimum de 10 ans. Que le président Alassane Ouattara parte ou qu'il ne parte pas, à partir de 2025, il y aura un ancrage très fort au niveau de RHGP pour partir au moins pendant 10 ans. Le PDCI, le PPACI, le FPI verront leurs chances vraiment assez aménisées dans les processus électoraux. Donc vous avez raison, il y a des situations de fait, mais quand on va au combat, il faut avoir toutes les ressources, il faut être plus malin que l'adversaire pour pouvoir contourner. Finalement, vous suggérez... Parce que si Sonko, par exemple, c'est le cas sénégalais que vous avez pris, hein, si Sonko avait dit « moi je ne suis pas dessus, c'est pas la peine », qu'est-ce qui se serait passé? Il ne serait pas Premier ministre. Voilà. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit. Mais nous sommes solidaires de la position de l'opposition de façon générale pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Très bien, Marius. C'est quand même intéressant, hein, tout ce que vous avancez. Cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir dans ce pays. N'empêche que la réalité est tout autre. Quand vous regardez la situation nationale aujourd'hui, et avec toute la crispation autour de l'élection de 2025, quelle suggestion pouvez-vous faire au pouvoir public en vue d'une élection 2025 apaisée et qui garantit assurément l'unité, la paix sociale et l'unité nationale? Monsieur Koumoé, nous constituons cet espoir-là. C'est pour cette raison que les Ivoiriens doivent avoir la force aujourd'hui d'apprendre à regarder au-delà des partis traditionnels. Nous sommes de la sève de ce pays et nous sommes un ensemble de personnes qui nous mettons ensemble pour faire avancer le pays. Parce que nous pensons que si le FPI est au pouvoir demain, si le PPACI, si le PDCI, si le RHGP arrive au pouvoir, ils vont répéter ce que les autres font. Parce qu'il y a des comptes à régler, il y a des frustrations qui sont là, qui se sont accumulées. Il est temps aujourd'hui que la Côte d'Ivoire mette tous ces partis de côté pour nous faire venir, pour qu'ensemble nous scellions la réconciliation. Et nous allons proposer des réformes démocratiques parce que quand on parle d'élection, vous voyez qu'actuellement la liste électorale et la commission électorale, mais il y a les libertés. La Côte d'Ivoire est de plus en plus dernière sur la question des libertés ici en Afrique. Et vous-même, je ne sais pas si on ne vous l'a pas dit souvent sur vos plateaux parce que vous prenez souvent des libertés de ton et il n'est pas bon que la Côte d'Ivoire n'ait pas de liberté. Donc les réformes qui vont arriver seront sur les questions de liberté, sur les questions d'institutions qui doivent être crédibles, notamment la commission électorale, sur les questions un peu plus en amont, les questions de justice, pour que l'Ivoirien ait confiance à la justice. Comme ça, quand il paie les élections, quand il paie une affaire, quand il paie une situation, il peut aller à la justice sereinement et savoir que le droit sera dit s'il a tous les arguments. Donc nous allons proposer un ensemble d'éléments, des réformes institutionnelles qui vont passer par là. La stabilité. Et la stabilité, c'est la justice. La justice, c'est la démocratie. Il faut stabiliser ça d'abord. Et ce sont des réformes que nous, en tant que président, nous allons mettre en œuvre dès que le peuple nous accordera sa confiance. Très bien. Daouda, je pense qu'on termine avec vous. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. Monsieur Vincent Toby Irié, selon certains observateurs, parce que vous êtes, avec la réponse que vous venez de donner, vous n'êtes ni à gauche ni à droite, vous n'avez pas cette conception-là, mais l'opposition pense que vous êtes vous avez une position un peu alambiquée. Parce que souvent, vous soufflez le chaud et le froid en même temps. Monsieur Daouda, vous voyez, c'est ça qu'on a... C'est pas moi, non, mais les observateurs. C'est vous qui avez dit... Je ne fais que transmettre. Mais donc, comme c'est vous qui transmettez, je vous parle, vous êtes le messager. D'accord. Ne tuez pas le messager au passage. Non. Bon, enfin, si le messager porte des messages, c'est pas toujours exact. Monsieur Daouda, ouais, c'est ce qu'on a appris en Côte d'Ivoire. Allez sur les réseaux sociaux. Vous-même, Daouda, il y a quelques jours, je vous ai vu écrit sur les réseaux que vous n'êtes plus sur Facebook. Je voulais partir. Mais vous voyez, c'est ce qui se passe. On a appris aux Ivoiriens à être pour ou contre. C'est ça. Tu es PDCI, tu es FPI, tu es PRAPI, si tu es RHGP, c'est que tu es contre le PDCI. Quand tu es au PDCI, tu es contre le PPACI. Et c'est comme ça qu'on vit. Donc, si aujourd'hui, j'estime que le PPACI, nous on est sortis pour demander, un moment quand les gens ne voulaient pas que Laurent Gbagbo vienne ici, le président, on a dit non, c'est pas possible. Si aujourd'hui je dis que j'ai des positions qui sont pour le président Laurent Gbagbo, je suis PPACI. Si demain je dis le président Alassane Ouattara a bien travaillé, on a pris à catégoriser. Donc ça a tué l'honnêteté intellectuelle. C'est ça. Il y a quand même l'intellect qui fonctionne, qui dit ça c'est pas bon. Je dis qu'il y a une raison ici. Mais on a appris à catégoriser les réactions des Ivoiriens et à les classer. Et comme les Ivoiriens, souvent, ont peur d'être classés, ils se conforment. Ils se conforment à la croyance populaire. Je dis que nous, on n'est pas à gauche, on n'est pas à droite. Est-ce qu'on est obligé d'être à gauche, à droite? Je dis des choses qui me semblent être du bon sens. Et puis, M. Daouda, vous posez la question peut-être pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. Mais vous savez que ce que je dis, je le dis d'expérience. Les Ivoiriens ont fait 3000 morts. Ils ont eu 87 morts. Ça ne leur semble pas beaucoup. Moi, mon expérience de vie m'a fait voir des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et donc, ce avec quoi vous jouez, avec
les exclusions, avec le partisanisme prononcé, ça a tué des peuples ailleurs, ça les a retardés. Et c'est loin de cette expérience que je dis, ne jouons pas avec le feu. Je ne suis ni à gauche ni à droite, je suis pour la vérité et je suis pour cette nouvelle Côte d'Ivoire de gens qui regardent l'intérêt de la Côte d'Ivoire plutôt que l'intérêt des partis politiques, des clans, de cette petite caste de politiciens professionnels qui veulent s'arroger le pouvoir indéfiniment. Dernière question. S'il vous plaît, oh là là, j'avais la parole. s'il vous plaît, monsieur, rapidement. La dernière question, monsieur Vincent Toby. Vous n'avez pas de parti, de soutien fort. Bientôt, on commence le parrainage. Qu'est-ce que vous en pensez? Demandez d'abord si le parrainage est juste. Le parrainage est une injustice, je l'ai dit. Vous êtes un parti politique, vous êtes le RHGP. Vous accédez au pouvoir depuis 15 ans. Vous prenez une décision pour restreindre l'accès au pouvoir. Vous mettez des dispositions qui n'étaient pas là quand vous accédez au pouvoir. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas mettre des dispositions qui n'étaient pas là quand vous accédez au pouvoir. Ce que vous pouvez faire, c'est même peut-être d'alléger les conditions d'accès au pouvoir. Mais vous mettez un dispositif qui n'existe pas. Les élections de 2010 qui étaient ouvertes, il n'y avait pas de parrainage. Monsieur Laurent Gbagbo a été candidat contre Félix Houphouët-Boigny, le grand Félix Houphouët-Boigny. L'enseignant de Laurent Gbagbo était candidat sans parrainage. Et on met aujourd'hui un dispositif juste pour gêner les gens. Le parrainage n'est pas un problème de parti politique. De gros partis pourraient ne pas avoir le parrainage. Et puis vous le dites, c'est une logistique compliquée. Et puis c'est, je vais le souligner à nouveau, c'est dangereux. Mais c'est Daouda Coulibaly, vous et moi on se connaît depuis longtemps. Si vous me parrainez, que Élysée, qui n'est pas avec moi, qui est à la commission électorale ou qui est dans des instances, voit votre nom sur le parrainage avec votre, il peut vous appeler pour dire que vous avez parrainé, il peut vous menacer. Donc c'est pour toutes ces questions-là que nous... Monsieur Vincent Toby, soyez on n'aura pas de relance, on n'aura pas de relance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Je vous parraine. C'est une bonne nouvelle. S'il vous plaît, merci. Qui est derrière Vincent Toby? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Vincent Toby. Qui est derrière vous? S'il vous plaît, votre dernier mot aux populations de Côte d'Ivoire. Il va répondre en même temps. Votre dernier mot aux populations de Côte d'Ivoire que vous appelez justement à vous voter. Il y a derrière moi une partie du peuple de Côte d'Ivoire dont je ne connais pas encore la fraction parce que c'est les élections qui vont... Regardez votre caméra, voilà. Il y a derrière moi une partie du peuple de Côte d'Ivoire. C'est cette partie du peuple de Côte d'Ivoire qui demande que nous apportions du sang neuf. Le temps est venu pour qu'une nouvelle génération prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire et exerce le pouvoir avec l'expérience que nous avons eue avec nos aînés. Le temps est venu pour que la Côte d'Ivoire passe la page des partis politiques et permette à des gens tels que nous de leur apporter des solutions pour que la Côte d'Ivoire aille dans le bon sens au niveau économique, au niveau social, au niveau spirituel et à tous les niveaux de notre vie publique. Merci beaucoup.